Bienvenue sur Bideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser des modèles locaux sur notre ordinateur pour pouvoir nous aider à faire du code et à éditer. Donc peut-être que vous reconnaissez cet éditeur, c'est VS Code, donc Visual Studio Code. Et en fait, c'est un éditeur qui nous permet de pouvoir écrire du code. Et en fait, une des choses qui a été ajoutée assez récemment, il y a quelques années, c'est cette espèce de copilot qui va nous permettre de pouvoir nous aider à écrire du code en utilisant des Large Language Models, donc des modèles d'IA. Et donc on peut utiliser Claude, on peut utiliser ChatGPT, etc. Et en fait, un des grands avantages, c'est que ça va nous permettre d'éditer du code, déjà de pouvoir discuter avec le modèle pour qu'il nous donne des réponses à notre question. Mais aussi, l'un des grands avantages, c'est que ce modèle-là, on peut lui demander de modifier directement notre code, en plus des autocomplétions que nous avons. Donc on peut choisir différents modèles ici. Et en fait, il y a aussi cet agent mode que vous voyez juste à l'écran en ce moment. En fait, ce qu'il va faire, c'est que à chaque fois, il va prendre des décisions et nous, on peut dire, ok, tu peux faire ça, comme par exemple, là, il va faire des opérations et donc en fait, là, vous voyez qu'il modifie le code en temps réel. Et nous, tout ce qu'on a qu'à faire, c'est valider ou refuser les modifications qu'il a fait. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Alors, l'un des grands désavantages de cette approche, c'est que premièrement, votre code sera à disposition de tous. Enfin, quoi qu'il en soit, vous envoyez en fait votre code directement à des fournisseurs de modèles. Et l'autre désavantage, c'est que vous allez aussi dépendre de votre connexion Internet. Et donc, si vous êtes en train de travailler quelque part où vous n'avez pas de connexion, eh bien, vous ne pourrez pas utiliser ces modèles-là. Donc, vous voyez qu'on est très limité sur certaines choses. Alors, nous, c'est pour ça que nous allons utiliser ce qu'on appelle un plugin qui s'appelle Continue. Donc, ce plugin-là, il va nous permettre de pouvoir utiliser n'importe quel modèle en ligne disponible. Donc, on a plus d'options et plus de choix que dans GitHub Copilot. Et l'un des grands avantages aussi, c'est qu'il va nous permettre de pouvoir utiliser des modèles locaux et donc de pouvoir nous connecter à notre petit Ollama que nous avons déjà installé dans des précédentes vidéos. Donc je vous mettrai des liens vers ça. Donc voilà, donc ce sera cet élément-là, donc voilà. Je vais vous présenter notre plan. Alors sans plus tarder, donc voici notre plan pour notre vidéo sur Ollama et Continue. Donc premièrement, on va passer à l'installation, on va faire ça rapidement parce que nous avons déjà des vidéos sur le sujet. Puis ensuite, nous allons voir comment configurer Continue pour pouvoir utiliser Ollama dedans. Et ensuite, nous allons voir comment l'utiliser de manière simple. Donc on va voir déjà les autocomplétions, on va voir comment utiliser les options rapides. Ensuite, on va utiliser les modes chat, edit et agent. Ensuite, on va avoir des utilisations avancées, donc on va voir cette question de contexte. On va voir aussi cette question de règles, et pendant ce temps, je sais pas pourquoi ça marche pas très bien chez moi, donc j'ai une alternative au cas où. Ensuite, on va voir comment gérer les prompts. Vous allez voir que c'est assez important. Puis ensuite, on va voir les différentes configurations que vous pouvez mettre en place. Vous allez voir que les configurations de défaut fonctionnent très bien. Et on va aussi voir quelques raccourcis. Et pour finir, nous allons voir comment on pourrait utiliser ça autrement que pour du code et faire de l'édition de texte, par exemple. À tout de suite. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Pour commencer, vous aurez besoin de deux choses minimum. Donc vous aurez besoin d'installer Ollama et ensuite vous devrez au moins installer Visual Studio Code. Après, si vous voulez vous simplifier la vie avec Ollama, je vous recommande de pouvoir installer Page Assist. Donc tous les liens sont en description. Donc ça va vous permettre de simplement avoir un éditeur plus facile à utiliser. Et en fait, on a déjà présenté ça dans les précédentes vidéos. Donc vous téléchargez Ollama ici. Ensuite, vous acceptez les paramètres par défaut. Et ensuite, vous choisissez des modèles. Donc moi, je vous recommande alors soit Gemma, si vous aimez bien. Sinon, mes favoris, à l'heure actuelle encore, c'est les Quencoder. Donc ici, je vous recommande de télécharger le 3B. Donc vous copiez ça dans votre terminal. Donc pour ouvrir le terminal, vous allez simplement, dans vos options, vous écrivez terminal. Ça devrait marcher pour Windows, Mac et Linux. Vous pouvez, si vous êtes sur Windows 10 encore, vous pouvez écrire PowerShell à la place et vous devrez trouver ce que vous cherchez. Et ensuite, une fois que Ollama est installé, normalement, vous pouvez tester Ollama de cette manière-là. Et vous voyez que les options s'installent. Et ensuite, ici, pour pouvoir installer les différents modèles, vous copiez simplement ça. Par exemple, j'ai choisi le 3B, vous copiez ça. Et ensuite, vous le collez directement dans votre terminal pour pouvoir installer le modèle. Moi, je l'ai déjà, donc je vais pas le lancer. Et ensuite, vous faites pareil pour un 7B. Peu importe la configuration de votre ordinateur. Mais après, si vous voulez prendre plus petit parce que vous avez l'impression que c'est plus lent, donc n'hésitez pas, vous pouvez choisir des modèles
plus petit, par exemple 3B à la place de 7B et 1,5B à la place de 3B. Et une fois que c'est bon, vous pouvez fermer votre terminal. L'avantage d'utiliser Page Assist ici, c'est qu'une fois que vous l'avez installé, donc vous pouvez l'installer pour les Chromium ou pour Firefox ou depuis Microsoft, c'est que si vous utilisez ça, vous pouvez appuyer sur ce bouton, il va vous télécharger automatiquement. Donc plutôt pratique, parce qu'il n'apparaît pas si vous n'avez pas Page Assist sur votre navigateur. Ensuite, il faut installer Visual Studio Code, on a aussi une vidéo dessus. Comment installer VS Code pour la data science. Vous pouvez aller la regarder, mais sinon c'est très simple, vous téléchargez ça, vous acceptez les paramètres par défaut et vous devrez être bon avec ça. Et ensuite, ici, il faudra installer cette extension. Je vais vous montrer comment faire depuis Visual Studio Code sans trop de problèmes. Donc, je vais vous inviter à ouvrir Visual Studio Code. Donc là, j'ai ouvert Visual Studio Code. Si c'est la première fois que ça s'ouvre chez vous, vous pourrez simplement accepter les éléments et fermer certaines fenêtres, mais ici voilà, je suis dans un environnement VS Code et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans extensions. Donc ici j'ai déjà quelques extensions d'installer mais ça n'a aucune importance. Donc ici vous allez simplement écrire continue et par là vous allez trouver cette extension là et donc vous pouvez appuyer sur install. Et ensuite oui, je fais confiance à la personne qui a publié ça. Et donc maintenant c'est installé. Donc vous avez le choix de passer à la version pré-release, donc avant le lancement, donc c'est une version plus avancée, mais il y a des chances qu'il y ait plus de bugs. Donc moi je vous conseille de rester dans cette version, ce n'est pas trop un problème. Et donc on va pouvoir descendre ça, et vous pouvez remarquer que ici nous avons notre petit continue qui a été créé. Donc nous avons ce petit onglet, et donc vous pouvez cliquer dessus, s'il veut bien, voilà, et ça va nous ouvrir cet onglet-là. Donc avant de nous lancer dedans, je vous conseille quand même d'ouvrir un dossier, comme ça vous le trouvez quelque part. Donc moi je vais aller dans File, Open Folder, je vais aller dans Code, et vu qu'on travaille sur Python, je vais faire Python, et je vais aller sur Test. Et ensuite, voilà, ce que j'ai, voilà, bon voilà, j'ai un test ici, donc j'ai appelé poubelle.py, parfait. Ici j'ai commencé un début de web scrapping, donc très bien, on va pouvoir commencer sur ça. Je vais aller ici, sur Continue, vous voyez que moi ça l'a fermé parce qu'en fait j'ai déjà beaucoup d'extensions. Et si jamais vous le retrouvez ici dans les trois petits points. Voilà, donc ça nous a ouvert notre petit Continue. Et donc la première chose que nous allons devoir faire, c'est le configurer. Alors ici, soit on peut se connecter et ensuite utiliser les avantages qu'il nous donne, soit on peut rester en local. Nous c'est ce qui nous intéresse, donc on va cliquer dessus. Et donc ici il nous dit que en fait tous les éléments de configuration vont être en local ici. Donc très bien. Ensuite, il nous recommande d'installer Ollama, ce qu'on a déjà fait, puis de télécharger un modèle de chat. Quand vous allez cliquer dessus, en fait, il va vous l'installer dans le terminal. Donc je vais vous montrer, hop, il ouvre le terminal et vous voyez qu'il m'a mis le code, ce qui est plutôt pratique. Vous voyez que Continue permet de pouvoir en fait prendre un peu le contrôle de votre éditeur. Ensuite, il nous propose ce modèle pour l'autocomplétion et ce modèle pour l'embedding. Donc aller dans Add Chat Model, donc voilà. Ici, il va nous proposer OpenAI, nous on va dire Ollama. Ok, donc on a Ollama. Ensuite, modèle, on va laisser sur Auto-Detect. C'est important, comme ça en fait on a toutes nos listes de modèles qui sont à disposition. Voilà, j'ai cliqué sur ça, et normalement, il devrait m'avoir mis mon modèle, parfait. Donc on va fermer ça rapidement. Donc vous voyez que ici, il me met toute la liste de mes modèles. Donc ce qui est plutôt cool. Donc ça va nous être très pratique d'avoir Ollama qui est mis en place, et donc nous on a besoin de travailler avec les options. Donc ici les options n'apparaissent pas, donc pour pouvoir les faire apparaître, soyez sûr que vous ayez assez d'espace. Donc vous voyez que juste décaler ça suffit, et vous pouvez les ranger, les mettre à disposition, et on va cliquer sur ce premier bouton qui va nous permettre de pouvoir mettre en place nos modèles. Premièrement, il y a un modèle de chat, donc c'est ceux qu'on va avoir juste ici. Donc ça va nous permettre de pouvoir discuter avec le modèle, comme on pourrait le faire dans n'importe quel autre chat. Donc ici, je vous recommande de choisir Qwen 2.5 Latest ou Qwen Coder 2.5 Latest. Donc on pourrait utiliser n'importe lesquels de ces modèles ici que j'ai testés qui sont sympathiques. Mais je vous propose d'utiliser le Qwen 2.5 Coder, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va retourner sur notre page web. Et ensuite on va dans Modèle. Ensuite ici, on va chercher notre Qwen 2.5 Coder. Donc, on a le 7B que je vous recommande. Donc, je vais l'installer en utilisant Page Assist pour que ça aille plus vite. Et ici, vous voyez qu'il y a les pourcentages, donc on va attendre un petit moment, le temps que ça se termine. Merveilleux, donc le téléchargement a été terminé, et par simple besoin de pédagogie, je vais vous montrer comment le faire manuellement en utilisant le terminal. Donc, je vais aller sur le 3B ici, et ensuite, je vais
copier, je vais ouvrir mon terminal, et ensuite je vais coller ça, et donc moi j'ai pris le 3B cette fois-ci, et je peux lancer. Super, donc maintenant ça a été installé, on va pouvoir retourner sur VS Code. Donc super, on va voir si nos modèles sont de retour, donc on va jeter un petit coup d'œil, apparemment ils ne sont pas là, donc on va juste réouvrir, donc fermer et réouvrir VS Code. Donc maintenant je l'ai rouvert, on va voir si nos modèles ont été ajoutés, donc on va cliquer ici, ouais. Donc nos modèles ont été ajoutés, donc on va cliquer sur ce bouton là qui représente les modèles, et ensuite ici on va mettre le chat. Donc pour le chat, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir des informations sur différents sujets, donc il suffit juste de poser la question. Donc je vous recommande de choisir le modèle le plus gros que vous pouvez faire tourner de manière adéquate, en quelque sorte. Si vous voulez savoir quelle taille en B vous pouvez prendre, le plus gros, c'est juste une petite règle. Vous prenez le nombre de gigas que vous avez en VRAM et vous le divisez par 0.6. Je vais vous montrer un exemple. Donc pour voir notre VRAM sur Windows, allez simplement dans gestionnaire de tâches. Donc ici, moi je l'ai déjà là, mais si jamais vous pouvez chercher tâches. Ensuite, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton là qui ressemble à des vagues. Et ensuite ici, vous pouvez regarder votre carte graphique. Des fois, vous avez GPU 0 et GPU 1. Allez sur GPU 1 normalement. Et vous pouvez voir que ma carte graphique, c'est une Nvidia GeForce RTX 3060. Et ici, en fait, pour pouvoir voir ma mémoire dédiée, donc il ne faut pas regarder la mémoire partagée, j'ai 12 Go. Donc voilà, donc en faisant le petit calcul de 12 Go, donc je vais ouvrir mon petit terminal ici en utilisant le raccourci, je suis dans Bash. Est-ce que j'ai Radeon qui est installé sur cet ordinateur? Oui, parfait. Donc j'utilise R, mon petit favori, et donc je vais multiplier diviser 12 par 0.6. Et voilà, et donc je peux faire tourner des modèles 20B assez aisément. Donc moi je vais prendre le Granite Code 20B qui est assez nouveau, et donc je vais tester son niveau. Maintenant nous allons arriver sur ce autocomplete. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, donc ça va nous permettre de pouvoir compléter notre code avec l'intelligence artificielle en même temps qu'on est en train d'écrire, ce qui est pas mal parce que ça a souvent des plus longues autocomplétions que les classiques. Mais vous allez voir que si en fait on a un petit problème, c'est que ici on peut pas choisir un modèle d'autocomplétion, et en fait ça vient de la manière dont les options fonctionnent. Donc si je vais plus bas et j'appuie sur Add Models, on va ouvrir ce config.json. Ce fichier en fait nous permet de pouvoir gérer en fait les paramètres de notre extension, et donc on peut modifier tout ici. Donc la première chose que je vais vous recommander de faire, et en fait ça va nous obliger à redémarrer, c'est de remplacer ce config.json et le remplacer par un config.yml. Ce sera aussi recommandé, et je pense qu'à l'avenir, Continuo va juste pousser pour qu'on utilise plus ces configs.yml que les configs.json. Donc on va devoir supprimer ce config.json et créer un config.yml. Ce qui va entraîner par la même occasion la perte de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais on n'a pas fait grand chose. Donc je vais vous demander de ouvrir l'emplacement de ce fichier, donc vous allez faire un clic droit dessus, puis vous allez aller dans Reveal in File Explorer. Ensuite vous voyez qu'il m'a ouvert ce config.json, donc c'est là où on se trouve. Donc je vais vous demander d'abord de créer un fichier, donc je vais l'appeler texte, donc c'est config.yaml, YAML, oui. Et ensuite ici, je vous recommande de supprimer ce config.json ou de le déplacer ailleurs. Si vous avez peur de le perdre, par exemple, je peux le déplacer dans mon bureau. Et ensuite, on va fermer. Vous voyez qu'il y a un trait qui nous indique que ce fichier est introuvable. Donc maintenant, on va fermer ça. Puis on va fermer et réouvrir notre éditeur de code. Nous voilà de retour. Donc maintenant, on va aller dans Continue. Et vous voyez qu'il va nous dire erreur. On ne peut pas trouver le fichier de configuration. Donc maintenant qu'on a mis un config.yml, si je vais cliquer sur Add Chat Model, comme on a fait tout à l'heure, on va aller dans Ollama, et ensuite Model Autodetect. Voilà, il va nous ouvrir directement notre config.yml. Et pour que notre config.yml fonctionne, il a besoin au minimum de 3 choses. Donc d'abord, il a besoin d'un nom. Donc on va appeler comme vous voulez, cal assistant. Ensuite, je vais mettre version. Donc dans la version, là il me fait les autocomplétions de GitHub Copilot. Il faudrait que je désactive ça au passage. Donc 1.0.0. Et ensuite ici, on va mettre un schema 2.v1. Voilà. Donc là maintenant, j'ai désactivé l'autocomplétion de GitHub Copilot en cliquant sur ce bouton-là, configure autocompletion, et ensuite j'ai cliqué sur disable, et maintenant que ce config.yml a été écrit, vous voyez qu'on n'a plus de problème. Donc maintenant on va pouvoir cliquer sur Select Model, Add Chat Model, donc de nouveau Ollama, Autodetect, et voilà, vous voyez qu'il m'a ajouté ça.
donc à peu près la même chose que tout à l'heure, mais vous allez voir que ça n'a pas réglé le problème. Vous voyez que ici, on a toujours ce autocomplete qui n'est pas directement à disposition, donc on a deux méthodes pour pouvoir gérer le problème. Soit on copie ça de nouveau, et donc il faut faire très attention, il faut bien les aligner, et ensuite ici on peut faire rôle de points, et ensuite ici il faut sauter une ligne, on fait un tab et ensuite on met un tiret, et ensuite ici je peux mettre auto complète. Voilà, et vous voyez que maintenant l'auto-complète est à disposition, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup trop de copier deux fois, donc voici ce que je vous propose. Et pour que ce soit beaucoup plus déclaratif aussi, donc on va écrire rôle de nouveau, donc ça c'est ma version préférée. On va faire un saut, voilà, on a assistant, non, on a chat, pardon. Voilà, et vous voyez que l'autocomplétion s'est activée en même temps que j'étais en train d'écrire. On pourrait presque la confondre avec celle de GitHub Copilot, hein. Ensuite, je vais mettre edit. Non, faisons-les dans l'ordre dans lequel ils apparaissent ici. Donc, on va faire autocomplete. On va faire edit. Ensuite, apply. Et ensuite, qu'est-ce qui manque ici? Donc, j'ai sauvegardé pour qu'il me les active. Et ensuite, il ne reste plus que embed, parce que dans embed, on n'a que transformer.js. Donc, je vais juste faire un embed. Voilà, et sauvegarder. Et vous voyez qu'il y a plus de modes à la disposition. On pourrait le faire aussi pour le re-rank, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vous expliquerai peut-être ça dans une future vidéo si vous voulez vous concentrer plus dessus. Donc voilà, maintenant on va pouvoir utiliser les modèles qu'on veut. Donc pour le chat, comme je l'ai dit tout à l'heure, choisir le plus gros possible. Comme ça, vous avez de quoi travailler. Pour l'autocomplétion, essayez d'en choisir un petit mais assez efficace. Donc moi je recommande les 3B, mais si vous avez un ordinateur avec très peu de cartes graphiques, donc c'est-à-dire que vous êtes en dessous de 3 ou 4 Go, alors utilisez peut-être un modèle plus petit, mais ça devrait être bon celui-là. Pour l'édition, je vous recommande aussi un bon modèle. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc aussi gros. Si vous voulez un truc rapide aussi, je vous recommande un 7B si vous avez une bonne carte graphique. Et ensuite, Apply, même chose. Donc je vais prendre un 7B, donc les latest, c'est-à-dire 7B. Et ensuite un embed. Alors soit vous prenez un Nomic embed, prenez les modèles vraiment faits pour l'embedding parce qu'ils vont plus rapidement. Mais au lieu de prendre le Nomic embed qui se base vraiment que sur l'anglais, moi j'aime bien le BG M3 qui lui fait du multilingue. Il est plus lent mais au moins il fait du multilingue. Donc voilà, on a terminé avec nos choix de modèles et donc on va pouvoir commencer notre premier test. Donc ici vous voyez que j'ai le Granite code 20B, mais je peux le changer, donc c'est le modèle du chat, et je peux lui demander, ok, donc là vous voyez que je travaillais sur du web scraping dans Wikipédia, je peux lui dire comment faire du web scraping avec Python sur Wikipédia. Voilà, donc je peux lancer ça, donc il y a Granite Code 20B qui est en train de travailler. Bon voilà, il s'exécute, donc on va attendre qu'il termine son travail. Voilà, il y a le code qui a été ajouté ici, donc c'est assez pratique ici parce que je peux continuer à discuter comme dans n'importe quel chat. Et ici, je peux soit supprimer ce qu'il a mis, soit copier l'entièreté de ce qu'il a mis, soit dire que c'était utile ou non. Ici, en cliquant sur ce bouton, en fait, ça va l'appliquer directement à notre script. Donc si je clique sur ça, vous voyez que hop, il commence à aller ligne par ligne et il va commencer à m'ajouter en fait le code. Et ensuite ici, en rouge, c'est tout ce qu'il retire, en vert, c'est tout ce qu'il a ajouté. Donc on peut accepter ou rejeter. Moi je vais rejeter parce que je trouve que la méthode qu'il a utilisée est beaucoup trop abusive et qu'on a des méthodes plus efficaces. Ensuite ici, vous pouvez faire ajouter à l'endroit où est mon curseur, donc je peux cliquer ici, hop, et vous voyez qu'il a copié-collé, c'est très rapide, c'est l'avantage. Et la différence entre apply et insert cursor, c'est qu'apply il va aussi lire votre code et essayer d'adapter ce qu'il a mis ici à votre code, alors que cursor il va copier-coller et ici vous pouvez juste copier, mais seulement la zone de code. Donc ensuite vous pouvez passer en edit mode. Donc edit mode c'est comme apply, mais sauf qu'il va directement modifier les éléments. Donc ici si je lui écris, normalement, il va utiliser ça comme un chat, mais ici, je peux lui dire, non, mais en fait, moi, j'aimerais que tu me modifies un fichier en particulier, donc tu vas me modifier poubelle. Voilà, et si j'en ai plus, je peux les mettre. Ensuite, ici, je vais mettre améliore ce code de web scraping. Et je peux lancer. Donc, l'avantage, pendant qu'il est en train de travailler, c'est que ici, je peux cliquer et regarder en fait ce qu'il me recommande. Donc vous voyez qu'il me dit ok, alors là apparemment il a dit qu'il va ajouter
le request il est déjà là, mais apparemment je pense qu'il va ajouter aussi ce texte ici. Donc hop, donc voyons voir. Ok, donc il a pas changé grand chose, c'était déjà des trucs. Alors il va changer le print, et là il m'ajoute un header pour mon web scrapper, donc pas mal, pratique. Donc moi je peux accepter les modifications qu'il a fait. Bon là vous voyez qu'il m'a fait un peu n'importe quoi parce qu'il me l'a mis au mauvais endroit. Donc ce qui peut être problématique, je peux toujours faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Parfait. Ensuite ici, il va modifier le print statement, et il m'a ajouté ça, donc voilà, à la place de print res, il a fait print res de texte, accepté, ce qui est effectivement plus correct, parce que là il va me sortir le texte, et ensuite voilà, il va me dire les modifications qu'il a fait. Donc vous voyez qu'on peut éditer un fichier, mais si vous voulez éditer plus d'un fichier, et vous dire en fait non mais j'ai un autre fichier, et les deux en fait travaillent ensemble, donc il va pouvoir regarder les deux fichiers et essayer de les adapter en même temps, donc ce qui est plutôt pratique. Donc ça c'était le mode édition. Maintenant on va pouvoir cliquer sur ce petit plus qui va nous permettre de réouvrir une autre session, donc on peut fermer tout ça, voilà. Et donc maintenant on est toujours dans le mode edit, et donc si jamais vous avez plusieurs sessions, et vous pouvez revenir et aller en fait sur toutes les sessions que vous avez eues. Donc voilà, donc maintenant je suis dans une nouvelle session, et on a pu tester le chat et l'édition. Avant de passer au mode agent, que vous voyez qui n'est pas encore géré, on va essayer de faire l'autocomplétion. Donc maintenant on va juste supprimer tout ce qui ne sert à rien ici, donc il m'a ajouté le header ici, et normalement l'autocomplétion, si ma mémoire est bonne, devrait être activée, et par exemple je peux commencer à écrire, et généralement si vous commencez avec des commentaires ça peut vous aider. Par exemple, maintenant je vais extraire des titres, voilà, et donc vous voyez qu'il a commencé à m'écrire. Section de la page, il m'avait modifié un truc, donc je peux regarder les différentes propositions qu'il m'a fait. Donc vous voyez que ici il n'est pas très bon, donc parce que il lui manque encore des informations, donc il faut lui dire install from bs4 import beautiful soup, et ça il sait faire, et il m'a rajouté le ray au cas où. Vous voyez que l'autocomplétion est pas mal. Donc ici maintenant je vais ajouter les titres, et vous voyez que maintenant il sait me faire ça, et pour pouvoir accepter les modifications j'appuie juste sur tab. Ou sinon, si je veux accepter mot par mot, je fais CTRL et ensuite la flèche droite. Donc lui, je l'accepte, lui, je l'accepte, lui, je l'accepte. Après, je me dis, ah non, peut-être que lui, je vais pas l'accepter, donc je peux décider ou non de l'accepter, mais tab, et vous acceptez tout. Et vous voyez qu'en fait, en faisant des tab, on peut assez facilement compléter ce dont on a besoin. Et vous voyez que pour des choses aussi visuelles que web scrapping, où vous avez des tutoriels que vous trouvez partout sur Internet, il peut faire quelque chose d'à peu près. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez sélectionner votre code, faire un clic droit, aller sur l'option Continue, ensuite ici il va nous dire Add Highlighted Code in Context, donc si je vais cliquer ici il va me l'ajouter, et donc il va prendre ça comme information, et je peux lui dire que fait ce code. Donc pour que ça aille un peu plus vite, je vais vous choisir le 7B, que fait ce code. Donc ça peut être pratique par exemple si vous tombez sur un nouveau code que vous devez essayer de comprendre, donc vous voyez que là il va tout m'écrire et m'expliquer comment ça fonctionne, donc plutôt pratique. De nouveau je resélectionne, je vais sur Continue, ensuite je vais faire Fix this code s'il y a un problème, disons que je vais choisir cet élément là, hop, et je vais faire Continue, Fix this code, donc normalement il ne devrait pas trouver de problème. Donc voilà, il m'a dit que tout va bien ici. Par contre, si je faisais, je sais pas, res, comme ça, donc j'écris faux, et que je choisis tout ça, et que je fais, hop, continue, fix this code, normalement, si il ne fait pas trop d'erreurs, il devrait se rendre compte que ici, ça ne joue pas. Voilà, vous voyez, et donc je peux faire accepter. Par contre, il m'a mis en double. Ça, c'est quelque chose qu'il devrait aussi gérer. Ensuite, un autre élément qu'on peut faire avec continue, c'est optimize this code, donc l'optimiser, le rendre plus acceptable. Donc bon, bah, je vais accepter. Il m'a retiré une ligne apparemment parce qu'il y avait trop de lignes. Donc hop, continue. Ici, comment for this code, voilà, pardon. Donc ici, c'est un commentaire, donc il explique ce qui est en train de se passer, donc ce qui peut être assez pratique si vous voulez documenter votre code. Donc on va accepter tout ça, voilà. Et bon, des fois, ça reste, mais au bout d'un moment, ça finit par disparaître quand vous écrivez, donc faut pas vous en faire. Et donc vous voyez que vous pouvez modifier directement dans votre code, ce qui est plutôt pratique. Maintenant, on veut passer à l'agent mode. Et donc maintenant, vous voyez qu'il est activé, il est disponible. Alors pourquoi il est disponible? C'est parce que maintenant, on a en fait de quoi travailler avec notre code. Donc je vais ouvrir un
nouveau. Et ensuite ici, avec ce agent, ce qui va être pratique, c'est que je vais pouvoir lui demander de mettre en place des choses, comme par exemple, commençons un projet Python de web scraping sur Wikipédia. Quelles sont les étapes? Et vous voyez qu'il a commencé à me mettre tous les éléments nécessaires, donc il a commencé à m'écrire tout ça. Donc pour l'instant, vous remarquez qu'il n'y a pas vraiment de différence avec simplement un chat ou un edit mode. Et parfois il ne s'active pas, mais en fait la manière qu'on peut utiliser pour l'activer, c'est d'utiliser en fait des informations supplémentaires. Et ici, on va devoir cliquer sur Add Context. Donc contexte, ça va lui permettre de pouvoir avoir accès en fait à ce qui se passe dans votre dossier de travail. Typiquement, vous pouvez cliquer et lui dire, ben en fait, ajoute-moi des fichiers. Donc je peux dire, ouais tiens, ajoute-moi ce fichier. Alors, soit lorsque je dis des fichiers, ça peut être des fichiers qui sont dans notre dossier ou des fichiers que j'ai déjà ouverts à un moment donné et qui se trouvent dans un autre endroit. Donc ça peut ajouter des informations au contexte. Donc je vais prendre ça, je vais copier ça et ensuite je vais aussi corriger la petite faute. Voilà. Là ici il va m'indiquer qu'il a un objet dans le contexte. Il va me montrer lequel c'est. Ensuite ici vous voyez qu'il m'a réécrit à peu près la même chose. Et donc ici il m'indique vraiment dans quel fichier il va faire la modification si jamais j'aimerais faire le changement. Donc pour l'instant ça n'a pas énormément plus d'intérêt que d'utiliser un edit mode ou un chat mode. Par contre, une autre chose qu'on peut ajouter, et c'est valable aussi dans le chat et dans l'edit mode, c'est d'appuyer sur Codebase. Et Codebase, en fait, il va simplement regarder dans votre dossier quels sont les fichiers qu'il va décider d'utiliser ou non, donc quels sont les fichiers qui sont utiles ou non. Donc typiquement, je vais reprendre ça, et je vais coller ça. Donc il nous fait la même chose, contexte item, et donc voilà, il a fini, il m'a réécrit le tout. Donc alors là, j'ai pas de chance, je sais pas pourquoi il veut pas me faire en fait les étapes. D'habitude, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à écrire, et ensuite il active certaines choses. S'il a l'impression qu'il faut qu'il lance quelque chose dans le terminal, il va le faire ou non. Alors ici, on va cliquer maintenant sur ce petit bouton qui va nous permettre de pouvoir ajouter des règles. Alors que sont les règles? Vous pouvez voir ça comme un système prompt, donc quelque chose qui recevra tout le temps. Bizarrement, chez moi, ça n'a pas bien fonctionné, ou peut-être que ça doit venir des mises à jour, mais typiquement, vous pouvez cliquer sur Add Rules. Ensuite ici, il va nous ouvrir ça. Et ici, on peut lui ajouter des règles. Donc typiquement, il faut écrire Rules. Ensuite, on va sauter une ligne. Ensuite, on va faire un tab et mettre un tiret. Ensuite, il faudra mettre Name, 2 points. Donc vous voyez qu'il m'auto-complète. Je vais mettre Task, File, par exemple. C'est comme ça que je vais l'appeler. On est libre de l'appeler comme on veut. Là, il me dit qu'il y a un problème parce que j'ai pas fini de compléter. Je lui ai dit, n'aie crainte, je finis d'écrire mes règles. Donc voilà, j'écris par exemple, à chaque fois que tu commences un projet, crée une liste de tâches dans, je vais appeler task.md. Voilà, je sauvegarde et maintenant il n'y a plus de problème. Et ok, voilà, et donc normalement ici, vous voyez qu'il y a la nouvelle règle qui a été ajoutée. Si je veux la modifier, je peux cliquer ici, ça va me renvoyer sur ce YAML, vous voyez. Ici, je peux l'avoir en plus grand, avec les informations, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, bizarrement, quand j'essaye, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc généralement, ce que je fais à la place, c'est que je vais créer moi-même un système prompt, si vous préférez. Donc je vais faire CTRL-N, je vais créer un nouveau fichier, je vais l'enregistrer. Donc là, il m'a mis dans admin, donc on va devoir retourner dans notre petit code Python test, voilà. Et ici, il faudra que je le renomme, et je vais l'appeler instruction.md. Et ici, je vais pouvoir mettre instruction, par exemple. Ah, tiens, il m'a dit pour le projet NIM. Ici, je vais lui dire, en fait, la même chose que tout à l'heure. Donc ça, à chaque fois que tu commences un projet, j'avais écrit créer, j'ai pas fait attention, crée une liste de tâches dans task.md, voilà, et lui on va pouvoir le modifier aussi. Voilà, et ce que je fais, c'est que je vais lui mettre comme fichier instruction obligatoirement à chaque fois que je veux faire quelque chose. Par exemple, je vais lui dire crée un projet de web scraping avec Python.
Voilà. Et donc normalement, il devrait me proposer de créer ce fichier. Donc d'accord, je vais créer une liste de tâches. Hop, hop, hop. Donc d'abord il me dit s'assurer que tout a été installé, blablabli blablabla. Alors est-ce qu'il va me proposer étape suivante facultatif, bon ça on s'en fiche. N'oubliez pas d'être respectueux, Donc il m'a écrit les tâches, mais il me les a pas mis dans un fichier task.md. Donc malheureusement, il m'a pas fait ce que j'ai demandé. Donc par moment, c'est un peu aléatoire, malheureusement, avec les modèles locaux. Il faudra que je revoie le prompt de manière générale pour qu'il soit de meilleure qualité. Mais si jamais, si vous utilisez Cursor ou Copilot, ce genre de choses devrait fonctionner. Une autre chose que vous pouvez faire ici, c'est ajouter de la documentation. Donc typiquement, j'aimerais faire du web scrapping. Donc ici, je vais lui dire Python web scrapping comme titre. Et la doc, en fait, c'est ce qui va chercher pour pouvoir s'informer. Donc ici, je vais lui donner un URL de base. Donc pour cet exemple, j'ai choisi la documentation de Beautiful Soup. Vous pourrez retrouver le lien en description. Donc je vais copier ça et je vais le coller dans notre extension de retour. Donc je vais mettre ça là. Et ce qu'il va faire, c'est que là, il est en train de chercher les informations sur cette page et les récupérer. Mais en même temps, il fait du web crawling. Donc c'est-à-dire qu'il récupère aussi les informations dans les autres pages, dans tous les liens. Et ensuite, avec ça, il m'ajoute de la documentation. Je vais pouvoir fermer. Et vous voyez que dans la documentation, j'ai ce Python Web Scrapping. Et je peux cliquer ici et cliquer sur Doc. Et donc maintenant, je peux utiliser cette documentation si je veux avoir plus d'informations sur comment je peux modifier le code. En fait, vous aidez le modèle avec de la documentation. Voilà. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'ajouter des prompts. Donc je vais cliquer ici sur Prompt. Et ça va me rouvrir le config.yaml comme tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il m'a ajouté la documentation. Et je peux en créer un tout nouveau, par exemple, si je veux un pour corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Donc je peux faire prompt, hop, je vais faire un tiret, hop, name, donc c'est déjà à peu près ce que je veux. Ici je vais faire langue, allez. Je vais faire ensuite description pour expliquer ce que ça fait. Correction des fautes de langue. Ça c'est pour moi. Et ensuite ici, il y a le prompt qui va dire exactement ce qu'il est censé faire. Donc, tiens, corriger les fautes de langue dans le texte. Donc je vais pas accepter tout, donc je vais simplement accepter ce dont j'ai besoin. Donc on va faire petit à petit comme ça. Voilà, et ça j'ai pas besoin. Mais je peux en ajouter d'autres, donc voilà. Vous voyez que même un petit modèle local, ça peut être assez pratique. Et donc, si je vais dans Prompt, vous voyez que j'ai cette information-là qui a été ajoutée, donc correction des fautes de langue. Ce qui peut être pratique parce que si j'ai fait, par exemple, une faute ici, dans ce texte, imaginons, par exemple, j'ai oublié le N et le E dans maintenant, enfin, peut-être que le E dans maintenant. Alors, on va adapter le prompt pour qu'il puisse prendre en compte les commentaires et le texte, parce que avant j'avais juste mis 2 points pour dire que le texte suivant, mais en fait il sait pas forcément qu'est-ce qui est le texte suivant. Alors les commentaires et les textes dans le code. Voilà. Et ensuite ça devrait être bon. Donc maintenant si je veux mettre ça en application, donc imaginons j'ai ce code là, donc j'ai 2 manières de le faire. Soit je le fais pour une partie du texte, donc typiquement je vais d'abord choisir mon prompt. Donc sachez que je peux cliquer ici, ça va ajouter le prompt directement là, et quand je vais cliquer ça va me mettre là. Sinon je peux le cliquer ici, ça marche aussi très bien. Attention, l'ordre a une importance, et une fois que j'ai choisi ça, je peux choisir cet élément là, et ensuite l'ajouter au prompt. Et à partir de là, je peux lancer, regarder ce qui se passe. Alors bien sûr, je serai ravi de vous aider à corriger les erreurs linguistiques dans les commentaires et les textes, veuillez fournir le code. Donc apparemment ici il n'a pas fonctionné comme je le voudrais, donc c'est pas grave, on va le faire sur tout le document en entier. Donc pour pouvoir le faire, vous pouvez simplement choisir de nouveau votre prompt, et juste en bas, lui donner le contexte. Donc nous on veut qu'il corrige les fautes dans poubelle.py, et donc on va lancer ça. Voilà, donc il a fini d'écrire. Donc il a dit voici le code corrigé. Donc quand je vais faire apply, donc il va revenir. Hop, il m'a modifié là où là où j'avais fait la sélection du coup. Donc plutôt pas mal, pratique. Et donc vous voyez que ça marche plutôt bien si vous voulez faire de l'édition de code ou de texte, etc. Ensuite il y a le MCP, donc de Model
text protocol, si je me souviens bien. Donc ça, c'est pour pouvoir lui ajouter des outils, comme par exemple si vous voulez qu'il puisse faire d'autres choses avec du code. Alors on va pas rentrer dans les détails de ce MCP parce que ça mériterait une vidéo entière pour lui. Mais sachez que vous pouvez faire ce genre de choses. Donc je vais ouvrir un nouveau et on peut aller rapidement dans les paramètres. Donc ici, vous avez les settings, l'indexing, etc. Donc ici, c'est toujours bien de laisser les session tabs, comme ça vous voyez en fait dans quelle session vous vous retrouvez, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez wrap le code block, c'est-à-dire qu'au lieu que le code continue et on voit plus la partie, en fait ça va les mettre sur plusieurs lignes. J'aime pas trop ça, mais vous pouvez le mettre si vous voulez. Vous pouvez montrer aussi que le chat peut avoir un scroll comme ça. Vous pouvez l'activer si vous voulez. Vous pouvez faire text to speech, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous lire le texte. Ça peut être pratique si vous voulez pas lire de vous-même. Laissez les titres de session, comme ça vous savez de quoi ça parle. Le format Markdown, je n'ai aucun problème avec et je trouve que c'est assez lisible et joli. Vous pouvez permettre la télémétrie pour en fait informer les auteurs de contenu. Et donc vous avez d'autres choses, comme par exemple, est-ce qu'on peut avoir du multi-line, enfin des lignes multiples, ou si on veut avoir une police plus grande. Dans l'indexing, donc ici c'est pour l'indexation du code base, donc c'est savoir tout votre code qu'il y a dans votre dossier. Est-ce qu'il est à jour? Et donc oui, il est à jour. Donc si je fais des modifications, il sera moins à jour et donc il devrait le refaire. Ensuite ici, vous avez des informations, donc la documentation, poser des questions si on a des problèmes. Et ensuite ici, vous avez les raccourcis, donc toujours très pratique. Donc ici, on peut activer le mode de sélection. On peut éditer le code sélectionné. Donc par exemple, je peux sélectionner ça et faire CTRL-I. Oups, pardon, il faut que le chat soit à disposition. Voilà, donc maintenant il est sélectionné, et donc vous voyez qu'il l'a juste ici, donc c'est quelque chose que je vous avais pas montré avant, et donc il me sélectionne juste ces lignes, et là je peux décider, bon en fait, voilà, est-ce que tu as vraiment corrigé les fautes de langue, et bim, il me l'a fait, et donc je peux refuser ou accepter. Donc je pense que c'est la meilleure utilisation du prompt jusqu'à maintenant, plutôt que de copier, etc. Mais voilà, ça peut être toujours pratique. Il y a aussi l'autre raccourci qu'on a vu, CTRL majuscule L pour qu'il le colle ici. On va retourner rapidement dans nos raccourcis. Ici, on peut annuler une réponse avec CTRL et Backspace. On peut créer un nouveau chat avec CTRL L. Si vous faites CTRL majuscule L, vous collez dans le chat actuel. Vous pouvez changer les focus, vous pouvez ouvrir le terminal de debug, vous pouvez accepter les différences, etc. etc. Donc plutôt pratique. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et donc vous voyez que maintenant on peut utiliser ce genre de choses pour le code, mais aussi pour l'édition de texte, parce que par exemple, imaginons que je suis en train d'écrire une dissertation, et je me dis, ah tiens, j'ai ça, je peux sélectionner, CTRL-I, et je vais lui demander, améliore cette instruction pour prendre en compte les bonnes pratiques de code dans, par exemple, Python. Voilà. Et ensuite, il se met au travail. Ok, vous voyez ça, et donc je vais accepter les changements. Et vous voyez qu'il m'a fait les informations suivantes. Et donc, la prochaine fois que je l'ajouterai au code base pour qu'il s'informe, eh bien, il aura tout ça. Et donc, vous pouvez imaginer que vous êtes en train d'écrire un texte et vous pouvez dire, ah tiens, en fait, ça c'est trop long. Donc, CTRL-I. Et ensuite, CTRL-I. Et ensuite, ici, je peux écrire... c'est trop long. Et hop, et vous voyez qu'il me l'a raccourci. Donc vous voyez qu'on peut faire des modifications dans la ligne. Plutôt pratique, je vous le recommande pour l'édition. Mais bon, on va fermer ces sessions. Alors voilà, nous avons terminé. Notre petite présentation de Continue et comment utiliser Ollama pour pouvoir éditer du code. Donc j'espère que vous avez appris énormément de choses dans cette vidéo. Donc c'est une première expérience, donc j'espère que peut-être ça vous servira. Donc peut-être si vous n'utilisez pas Copilot ou Cursor, vous avez ces éléments-là à disposition. Je tiens à vous signaler que je ferai prochainement d'autres vidéos, donc il y en aura probablement une qui sera beaucoup plus concentrée sur l'édition de texte et pour la rédaction. Soyez pas trop impatients parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Et je vais aussi sortir des vidéos sur l'automation, mais aussi sur des classements des meilleurs modèles locaux, si jamais ça vous intéresse. Mais bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'on se reverra dans de prochaines vidéos. Et en attendant notre prochaine rencontre, portez-vous bien et à bientôt.